Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. État des lieux au sein des conseils régionaux. 3 mois après l'élection de décembre, le 20h30 dresse le premier bilan. En question, l'effectivité du transfert des compétences vers les régions. C'est à suivre dans le dossier en tête du journal. État des lieux au SDF, le torchon brûle entre des leaders en pole position pour la succession de Ni John Frundi. L'enquête du soir fait la lumière sur les enjeux de cette crise. Et puis, état des lieux des accidents de la circulation en débat à l'Assemblée nationale ce mardi. Le réseau des parlementaires sur ce fléau ouvre des pistes de solutions à suivre dans le journal. Et puis le 20h30 qui déroule le tapis rouge à une vedette de la télévision française. Elisabeth Chungui, journaliste et écrivain, vient parler de ses nouvelles fonctions à Orange Cameroun. Voilà pour les titres développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Il y a tout juste un trimestre, c'était le 6 décembre dernier, un jour historique au Cameroun. On élisait les tout premiers conseils régionaux au Cameroun. C'était la concrétisation de la mise en place de cette collectivité territoriale décentralisée. Ce soir, 3 mois plus tard, le 20h30 ouvre le dossier pour un premier bilan. Et tout d'abord, le point sur le transfert des compétences aux régions. Quel est le niveau d'application du cadre réglementaire en ce 23 mars? Question ce soir à Augustin Guizana. Au bout de 3 mois, la machine des conseils régionaux est en marche. Plus visible, la production réglementaire qui concerne l'effectivité de l'administration régionale et l'arrêté conjoint ministre des Finances, ministre de la Décentralisation et Développement local relatif au calendrier budgétaire des collectivités territoriales décentralisées datant de 3 mars 2021 l'atteste. Au ministère de la Décentralisation, l'on indique que ce document évite la navigation à vue au sein des régions parce que ce texte détermine les grandes étapes annuelles de la préparation, du vote et de l'approbation du budget, identifie les acteurs et les structures responsables de ces étapes et rappelle les dates clés du processus d'élaboration des 10 budgets. Ce texte est consécutif à la nomination des secrétaires généraux et des receveurs régionaux. De son côté, le pan de la production réglementaire qui concerne l'applicabilité des compétences transférées aux régions tarde, mais avance. Ces compétences proviennent des 19 ministères et sont axées sur le développement économique, social, sanitaire, éducatif, sportif et culturel. À date, 15 ministères ont déjà produit des avant-projets de textes. 3 textes relevant des affaires sociales, des forêts, de la faune, de l'agriculture et du développement rural seront en examen la semaine prochaine au secrétariat permanent. Un ministère manque à l'appel. Ainsi peut être évalué le travail de l'État central en faveur des régions depuis 3 mois. Direction la région du Nord-Ouest et là-bas, l'Assemblée régionale est déjà au travail avec en tête de ses priorités le retour à la paix. Un chantier qui détermine la réussite de tous les projets de reconstruction et de développement inscrits sur la feuille de route du bureau exécutif. Le point à Bamenda, Laurent Chissoukbe. Le retour à la paix et à la stabilité occupe la première ligne de leurs priorités. Les membres du bureau exécutif de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest, depuis leur installation en janvier dernier, surfent déjà sur les mécanismes d'une bonne démarche. La paix est notre première priorité. Nous ne pouvons pas définir nos axes de développement sans que cette valeur ne soit retrouvée dans la région. À en croire les acteurs, tout sera mis en branle après la tenue
tenue d'une session de l'Assemblée régionale annoncée dans les prochaines semaines. Les stratégies de travail et le plan de reconstruction et de développement du Nord-Ouest vont amorcer un tournant décisif dans les différents départements. Nous sommes sur le point de tenir notre session ordinaire, mais depuis là, nous mettons d'abord à jour le cadre du travail, notamment nos bureaux. En attendant donc la tenue de ce conseil, l'on semble déjà recenser les grands défis auxquels font face les populations. Le Nord-Ouest doit retrouver son éclat et son charme d'antan. Dans l'Adamawa, le conseil régional que préside Mohamedou Dewa est déjà sur le pied de guerre. Le bureau annonce le démarrage des activités dès le mois d'avril. Ce sera là aussi après la session ordinaire du conseil régional. Perspectives et priorités avec Mohamed Abbassi à Ngaoundéré. Le conseil régional marque ses premiers pas dans l'Adamawa. Les membres du bureau exécutif et le secrétaire général ont regagné les locaux mis à leur disposition. Les bureaux sont progressivement équipés et le matériel de travail acquis. Une réunion hebdomadaire se tient tous les mardis pour plancher sur les défis à relever. Nous avons commencé officiellement le travail. Nous avons aménagé le bureau du président, le bureau du premier vice. Chacun a amené son bureau. Nous avons fait installer les téléphones et l'Internet. L'heure est à présent aux concertations avec les administrations sectorielles et à la mobilisation des ressources afin de mettre sur orbite les projets prioritaires. Le démarrage de ces projets est conditionné par la tenue de la session ordinaire du conseil régional. Si difficulté il y en a, je peux parler du retard dans la tenue de nos sessions qui devait avoir lieu le 22 mars et qui est glissé en avril. Et la conséquence immédiate, c'est que mes priorités vont aussi glisser. Les membres du conseil régional ont déjà maturé leur projet et attendent tout simplement les moyens nécessaires pour se mettre au travail et impulser ainsi le décollage socio-économique de l'Adamawa tel souhaité par les populations. À présent, l'enquête du soir qui exhale de forts langues de guerre de succession au SDF. Depuis l'annonce de la retraite politique de Ni John Frundi, le torchon semble brûler entre les deux factions Joshua aussi et Jean-Michel Nietzsche pour le contrôle de la région du littoral. Regard d'experts ce soir sur cette crise de leadership au Social Democratic Front. C'est une enquête que signe Augustin Guizana. En ce début de mars 2021, le chairman du Social Democratic Front, au cours d'un déjeuner avec la presse, a annoncé à l'opinion qu'il se retirait de la scène politique nationale. Entre-temps, l'on a commencé à assister à un jeu de ping-pong, notamment au sein du SDF dans le littoral. Depuis la semaine dernière, le conseil exécutif régional du SDF du littoral, présidé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, s'est désolidarisé de tous les actes et comportements anti-parti posés par Joshua aussi et a constaté l'auto-exclusion de l'honorable Joshua aussi, conformément aux dispositions de l'article 8.2 des statuts du SDF. En face, Joshua aussi réagit par médias interposés. Manifestement, l'annonce qui a été faite par le chairman Ni John Frundi de se retirer aiguise les appétits au sein du parti. Mathias Eriko Onangini, politologue, indique même déjà que les événements d'aujourd'hui sont la suite logique de ceux d'hier. Le comité exécutif national, le National Executive Committee, qui doit être en mesure d'arbitrer et si possible, si le retrait du chairman Frundi se confirme, organiser la compétition pour que celle-ci ne déstabilise pas le parti. Le SDF créé le 26 mai 1990 aura 31 ans en 2021. Il a à sa tête depuis lors Ni John Frundi. Si rien n'est fait, le parti risque avec son symbole qui est la balance d'être en net déséquilibre sur la scène politique nationale. À suivre en tout cas. Carton rouge contre les accidents de la route. À la session parlementaire du mois de mars en cours, les parlementaires membres du réseau sécurité et prévention routière tenaient ce mardi une séance plénière spéciale sur ce sujet. Parallèlement, des projets de loi reçus à l'hémicycle sont déjà défendus en commission par les ministres concernés. La synthèse de ces travaux, Pulchéri Athé.
Un peu plus de 6 heures, c'est le temps qu'aura duré la séance plénière spéciale présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et dédiée à la sécurité et la prévention routière. Au 4e trimestre de l'année 2020 ainsi qu'au 1er trimestre de l'année 2021, on observe malheureusement une recrudescence des accidents. La question est transversale et mobilise de nombreux acteurs. 35% des 10 accidents sont imputables à l'excès de vitesse, 17% à l'état des véhicules, 10,5% à la conduite en état d'ébriété, 10,5% à la non-maîtrise du volant, 10% à l'état de la route, 7% au mauvais dépassement et 10% aux autres causes. Malgré les efforts du gouvernement, la question reste préoccupante et suscite de nombreuses interrogations. Lorsque le véhicule est défectueux et impropre à la circulation, le centre de visite technique ne peut pas le retenir. Qui doit donc l'arrêter? Ces assises sont assorties de nombreuses recommandations. Pour le secteur des motos taximens, il sera question de l'obligation du port du casque par le conducteur et le passager. À côté de cette activité, certains membres du gouvernement ont commencé à défendre les projets de loi devant les commissions. À travers cette ordonnance, nous avons pu préserver les bienfaits de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne aux relations avec la Grande-Bretagne. Après la commission des finances et du budget, c'était au tour de la commission des affaires étrangères de recevoir le ministre des Relations extérieures et le ministre délégué à la présidence chargée de la défense pour défendre 2 projets de loi, dont celui relatif à l'accord cadre militaire et celui relatif à la formation militaire entre le Cameroun et la Turquie. L'Assemblée nationale qui surveille le chantier de construction du nouvel immeuble siège comme du petit lait sur le feu. Ce mardi, le président Kavaye Djibril est allé évaluer les travaux en compagnie du ministre des Relations extérieures et de l'ambassadeur de Chine, son Excellence Wang Yingwu, en posture de donateur naturellement. Les travaux seraient exécutés à un taux de 25%. Confirmation avec William Badier. La visite du chantier de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale intervient dans un contexte où le Cameroun et la Chine s'apprêtent à célébrer le 50aire de leur amitié de coopération. Depuis 50 ans, notre coopération sont sincères, fraternelle et fructueuse. De nouveaux projets de coopération de nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, un projet donc très significatif. Dans cette visite guidée, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Relations extérieures et l'ambassadeur de Chine ont apprécié la qualité et l'évolution des travaux. Rendu à ce jour, les travaux de gros œuvres pour l'hémicycle est à 70%, la salle de banquet également. Nous pensons que d'ici la fin du mois de juillet, on sera au niveau de la toiture pour ces 2 bâtiments. Et là, il va rester le bloc administratif sur lequel l'entreprise va se consacrer. Ce don de la République populaire de Chine vient enrichir la liste déjà très longue des fleurons de la coopération sino-camerounaise. Je vous l'annonçais en titre, notre invitée est déjà sur ce plateau. Bonsoir Isabelle Tchoungui. Bonsoir Adèle Mbala. Et bienvenue chez vous au Cameroun et surtout chez vous ici à la CRTV, votre CRTV. Vous êtes, pour vous présenter sommairement, journaliste, un pur produit de l'ESJ de Lille en France, écrivain, star à la télévision française depuis 1997. Vous avez pratiquement fait le tour de l'audiovisuel français, de Canal J, on se souvient, TV5 Monde, jusqu'à France 2. Qu'est-ce qui vous amène maintenant chez vous cette fois-ci? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis effectivement ici chez moi à la CRTV car pour l'anecdote, mon premier stage académique audiovisuel s'est déroulé ici à l'époque où votre directeur général Charles Ndongo était le présentateur vedette. Donc effectivement, je suis très touchée par cette visite. Je viens aujourd'hui ici dans le cadre de mes nouvelles fonctions puisque depuis le mois de septembre, j'ai rejoint l'équipe dirigeante du groupe Orange en qualité de directrice RSE, diversité, solidarité et présidente déléguée de la Fondation Orange.
On va tenter de comprendre. Désormais, donc, directrice exécutive RSE, on va dire responsabilité sociétale à Orange Entreprise d'abord et à Orange Cameroun. On peut dire sommairement ambassadrice des œuvres sociales de cette compagnie de téléphonie mobile. C'est quoi ce nouveau challenge pour vous ? Alors, pour faire simple, la responsabilité sociétale d'entreprise désigne toutes les politiques et stratégies mises en œuvre par l'entreprise pour avoir un impact positif sur les populations. Pour nous, Orange, qui sommes présents dans 27 pays, cela passe par un engagement très fort et très ambitieux qui est mesuré, qui est piloté en faveur de l'inclusion numérique. Donc l'inclusion numérique, c'est évidemment d'abord le taux de couverture, donner accès aux populations à la connectivité. 85% de la population camerounaise est couverte aujourd'hui. Mais c'est également parce que le numérique est un puissant levier de développement, offrir à nos jeunes, à nos femmes, des formations pour se développer leurs compétences numériques et améliorer leur employabilité. Donc c'est ce que nous faisons dans le cadre de nos programmes partout dans le groupe et notamment au Cameroun. Un programme d'école numérique où nous équipons de tablettes des écoles primaires. Les villages Orange, les Fab Labs également. Les Fab Labs, effectivement, qui sont des laboratoires pour fabriquer grâce au numérique et imaginer, créer aussi peut-être sa start-up. J'ai eu le plaisir de visiter notre Angola Fab Lab au cœur du campus de Ngoa-Ekele, Yaoundé 1, hier, et rencontrer des jeunes qu'on accompagne parce qu'ils ont en plus des idées qui répondent aux problématiques locales. Je pense à ce jeune avec qui j'ai échangé hier, cette jeune femme qui a un projet de moustiquaire portative, un autre jeune qui a un projet de mini-barrage hydroélectrique. On connaît le défi de l'accès à l'électricité dans notre pays. Donc nous sommes fiers de les accompagner dans leurs projets qui répondent, grâce au numérique, aux besoins des populations. À l'inclusion, à la solidarité également de toutes les couches sociales au Cameroun. Et on parle également d'un tout nouveau challenge pour vous, qui est habitué à tous ces combats. C'est un nouveau front que vous ouvrez après l'action contre la faim, l'autisme, et vous vous engagez sur ce front de la diversité et de la solidarité au sein du groupe Orange Cameroun. C'est une vie faite de combats perpétuels finalement que votre métier vous amène à faire. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que la notoriété devait être mise au service de causes. Donc c'est pour cela que lors de mon parcours en tant que journaliste, je me suis engagée sur des convictions, des causes qui me sont chères, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes autistes. Et aujourd'hui, j'ai choisi de rejoindre un grand groupe comme Orange qui porte aussi ses engagements avec des politiques très concrètes pour la mixité, la diversité, parce que j'ai la conviction profonde que les grands groupes internationaux ont la capacité de transformer nos sociétés. Et ça répond également à votre métissage naturel. C'est une posture qui va être mise en avant dans ce projet-là? Bien sûr, parce que quand on est d'origine africaine, je pense qu'il y a bien sûr française de l'autre côté. Il faut dire qu'il y a objectivement assez peu aujourd'hui de femmes d'origine africaine au sein d'instances dirigeantes de grandes multinationales, de grands opérateurs de télécommunications, de services digitaux. Et je sais que c'est un challenge et en même temps c'est une immense fierté pour moi, pour, j'espère, le peuple camerounais, pour, j'espère, les femmes camerounaises, parce que c'est une manière de leur montrer que tout est possible à condition de persévérer, d'avoir confiance en soi et d'être toujours attaché à ses convictions. Et la diversité, le métissage, j'ai toujours pensé que c'était une force, tout comme l'égalité femmes-hommes, et c'est ce qui me porte aujourd'hui au sein de ce groupe Orange et pour ce nouveau challenge. Merci infiniment, Madame la directrice exécutive RSE du groupe Orange Cameroun, on va dire Orange tout court, d'être venue sur ce plateau avec cette nouvelle ambition et ces nouveaux challenges. Nous allons continuer le journal et nous parlons de la lutte contre le Covid-19. Vous l'avez perçu également au Cameroun comme une prégnance, comme une présence qui inquiète?
Bien sûr, et là encore, la Fondation Orange a été aux côtés des populations camerounaises puisque nous avons voté l'année dernière une subvention de 3 millions d'euros pour l'ensemble des pays. Le groupe est présent, 27 pays, dont le Cameroun. Et cette dotation exceptionnelle a servi à acheter du matériel pour le personnel soignant, des blouses, des masques, des visières. Donc oui, et si je peux me permettre ce message de sensibilisation, il faut porter le masque. Nous sommes en plateau à distance respectable, mais un peu plus d'un mètre. Exactement. Oui. Donc les conditions sanitaires sont respectées, mais s'il vous plaît, portez le masque, observez tous les gestes de précaution sanitaire, car c'est un virus qui nous menace tous, qui nous touche tous, et il faut ensemble faire front pour lutter. Merci, je vais dire Madame Tchungi, d'être venue à la CRTV. Et la solution pour la riposte nationale contre le Covid-19 vient également chez nous de la médecine alternative, la pharmacopée traditionnelle qui a le vent en poupe. Nous parlons précisément des potions du Samuel Kleda, de Monseigneur Samuel Kleda et de Ngul Betara qui fait également son bonhomme de chemin dans la prise en charge de la pandémie. Nous allons voir tout cela dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Séance de conscientisation et des testings en plein air. C'est le préalable avant la distribution de la solution Kleda. Ce mardi, la sœur Marie Solange doit servir une trentaine de patients testés positifs au Covid-19 sur place. Il n'y a même pas assez de gens parce que nous avons dit qu'il n'y a pas les médicaments. Depuis janvier, on est revenu aux 30 personnes, 25. Quand on vient mardi et vendredi. Un impact jugé positif par les malades eux-mêmes qui ensuite vont recommander aux proches l'usage des protocoles issus de la pharmacopée traditionnelle. À titre préventif ou curatif, le Ngul Betara, par exemple, fait courir. Hier nuit, on a été submergé par près de 1000 personnes. On a ouvert jusqu'à 23 heures. En prévention, juste une consommation, une dose le matin, une dose au soir après avoir mangé. Et lorsque vous êtes malade, vous prenez 3 fois par jour, matin, midi, soir, après avoir mangé. Il faut dire que la prise en charge par la médecine alternative est un choix personnel, pas un frein à la médecine conventionnelle qui reste incontestable. Le port du masque, la distanciation et le lavage des mains réguliers doivent rentrer dans les habitudes. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et face à la remontée de la maladie à coronavirus au Cameroun, les sites de dépistage ne désemplissent plus. Les populations sont en rang serré devant ces centres de dépistage. Pourquoi cet engouement et comment s'y prendre donc pour se faire dépister efficacement? Voici les explications avec l'invité de Évariste Eyenga. Nous allons les retrouver immédiatement au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa, ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Il y a du monde, il y a des files dans les sites de dépistage Covid-19 toutes ces dernières semaines. Explications scientifiques ce soir. Y a-t-il un rapport entre cette affluence et la remontée des contaminations ou alors c'est une situation naturelle de prise de conscience des populations? Accompagnement ce soir par les éclairages du docteur Yannick Kanda. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes chef section opération ici au COUPS. Comment on explique cette affluence observée ces derniers temps sur les sites de dépistage? Oui, les causes sont multiples. La première qui me vient là à l'esprit, qui semble la plus évidente, c'est la sensibilisation. Et il y a un montée en puissance de la sensibilisation depuis plusieurs semaines. Et cette sensibilisation a pour but de booster un certain engagement au niveau des communautés. Et c'est le reflet de cet engagement, de cette prise de conscience, peut être cette affluence dans les sites de dépistage. La deuxième cause, ça peut être
disponibilité, l'accessibilité des sites de dépistage. Et la troisième, parmi celles qui me viennent à l'esprit à l'instant, c'est aussi une prise de conscience due au fait qu'il y a de plus en plus de cas positifs autour de nous. Donc voilà les 3 causes qui me viennent à l'esprit. Bien entendu, il y en a plusieurs autres. Merci à vous, docteur Yannick. On l'a bien noté. À tout le moins, il y a 3 causes combinées qui conduisent à ce qu'il y ait des fils, à ce qu'il y ait affluence sur les sites de dépistage tels qu'observés toutes ces dernières semaines. Merci Évariste, merci à votre invité. Dans la suite du journal, nous allons à Bamenda pour les installations à la police. Ce mardi, dans le nord-ouest, donc, le délégué régional de la Sûreté nationale était installé. Cahier de charge du commissaire divisionnaire Wilson Elon Djoumé, de la bouche même du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, qui lui prescrit remobilisation des personnels et démantèlement des gangs séparatistes. Retrouvons à Bamenda Valentin Kouade. Le principal défi du nouveau promu est le maintien de la paix. La région du Nord-Ouest, dont vous prenez le commandement, est fortement perturbée par des actes de terrorisme et de banditisme depuis le début des revendications sécessionnistes. Le nouveau délégué à la Sûreté nationale du Nord-Ouest est un homme prêt à la tâche. Si la population veut que ça finisse aujourd'hui, que la paix revienne, ça va revenir. Donc j'appelle à la population, à la collaboration, de joindre aux forces de défense et de sécurité. Le commissaire divisionnaire Wilson Elon Djoumé a travaillé tour à tour au commandement central des groupements mobiles d'intervention rapide en 2003, ensuite de 2005 à 2010 à Kribi, puis à Garoua et de 2014 à 2021, commissaire central de la sécurité publique de Koumba. À 48 ans, il remplace le commissaire divisionnaire Ngousmo Emile, promu au poste de directeur des finances. Un bol d'air pour le Cameroun dans ce combat contre le Covid-19. L'ambassadeur du Japon, son Excellence son Excellence Osawa Tsutomo et le ministre des Finances Louis-Paul Motazé ont signé ce mardi l'accord de suspension du service de la dette du Cameroun qui sera prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Montant de cette suspension, 455 millions de francs CFA pour renforcer les capacités du personnel soignant et pour soutenir la solidarité du gouvernement contre le Covid-19. Le compte rendu, Cyril King-Mbépé. Une signature de documents précédée d'une audience et le Japon peut valablement et de façon transparente soutenir la durabilité de la dette du Cameroun. En vue d'aborder les problèmes causés par la pandémie du Covid-19, le gouvernement du Japon a décidé cette suspension de service de la dette entre le Japon et le Cameroun. Jusqu'en juin prochain, la dette due à l'agence japonaise de coopération JICA va participer à la riposte camerounaise contre les effets pervers de la pandémie. Cette suspension devait aller de mai au 31 décembre 2020. Cela a été prorogé jusqu'au 30 juin 2021. Et le Japon fait partie de ces membres du G20 qui ont donc décidé de donner une suite à cette recommandation. Le Japon, un partenaire permanent du Cameroun, il participe, entre autres, à la reconstruction des régions en crise, à la construction des routes et à l'amélioration du système d'énergie depuis 2009. Parlons encore finances et des espèces sonnantes et trébuchantes distribuées à 1 millier de producteurs de cacao du département du Mba-Mekim dans la région du centre. Ce mardi marquait en effet le début du paiement de la prime qualité instituée par le chef de l'État en faveur des cacaoculteurs. La cérémonie de Biakoa a permis au ministre du Commerce de rappeler l'exigence qualité pour le label Cacao Cameroun. Luc, bienvenue au Nana. Présentée hier encore sous forme de promesse, la prime de qualité pour la campagne cacaoyère 2017-2018 est désormais disponible. C'est le mérite de la qualité du cacao en fait, parce que là ça récompense les producteurs qui se donnent la peine
de faire le cacao de bonne qualité. Pour cette première étape qui a pris en compte 1087 producteurs du Mbamekim, plus de 216 millions de francs portés par l'Office national du cacao et du café ont été distribués avec des montants oscillant entre 11 000 et 1 800 000 francs. Argent oui, mais faut-il le rappeler, la notion de qualité va plus loin que ça. Les considérations par exemple liées à la déforestation, la destruction des forêts, les considérations liées au travail des enfants, l'intégration des jeunes et des femmes dans l'activité cacaoyère. Il faut que les producteurs se mettent à cette école. L'Ombamekim, qui fait partie du peloton de tête des meilleurs bassins de production, a pu commercialiser plus de 3000 tonnes de cacao de qualité au cours de la campagne 2017-2018. À présent, le deuxième épisode de notre série sur la route Evo-Doula Mbebe-Ndom. Parole ce soir aux bénéficiaires de cette belle infrastructure et tous, depuis la Lekié jusqu'à la Sanaga maritime, en passant par le Nyon et Kélé, tous saluent cette grande réalisation qui vient booster le développement local. Des réactions compilées par Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Au village, le calvaire a cédé la place au soulagement. De part et d'autre de la route Evo-Doula Mbebe-Ndom, les populations riveraines savourent les merveilles du bitume. La route passe désormais et les thèmes fluidité et facilité deviennent une réalité. La population de ce village est tellement contente, tellement fière. Cette fois-ci, moi je vois que l'État nous a pensé, la route est bien. Plus qu'un simple canal de l'émergence, la route Evo-Doula Mbebe-Ndom est aussi un trait d'union entre frères, jadis éloignés par des contraintes de mobilité. On quitte à 12 km pour venir faire des travaux ici. Avant là, ce n'était pas facile. Maintenant, on voyage chaque jour comme on veut. Celui qui a fait 5 ans sans venir ici, quand tu l'appelles, tu lui dis mon frère, viens, il y a les bagages à Somakai. Tu lui dis c'est goudron, parce que c'est ce qu'on utilise. Goudron, et quitte. Si la joie est aussi grande, c'est aussi à cause des souffrances jadis endurées. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Dans la région de l'Ouest, on vit à l'heure de la tournée explicative du ministre Joseph Lé sur la simplification et la dématérialisation de certaines procédures administratives. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui échangeait hier lundi avec des responsables des services administratifs de cette région de l'Ouest. Nous retrouvons à Bafoussam Stéphane Franky-Kana. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, dans son vaste chantier de modernisation de ses services, entamé depuis 2018, est désormais appelé aux fonctionnaires de l'État le principe fondamental de l'obligation de présence et d'assiduité au travail. L'accent doit être mis et va être mis sur la discipline, sur le contrôle des présences. L'ensemble des procédures simplifiées et dématérialisées par le MINFROPRA vise à fournir un service de qualité aux usagers. Avant de refermer ce journal, je vous signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son homologue Arif Alvi. C'est le président de la République islamique du Pakistan et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami ce 23 mars. Et puis, ce sera donc la fin du journal. Le journal qui était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et elle. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
CRTV News, ici, toute l'info. « 24 mars 2020, 24 mars 2021. Un an déjà que Manu Dibango a tiré sa révérence. Ce mercredi, la CRTV rend un hommage au dernier des géants. Programmation spéciale. 11h, Manu Dibango, Tempo d'Afrique. 14h, Manu Dibango, le souffle du Sphinx. 15h, soir au village. Et à 21h, Salut Manu, une émission spéciale avec la participation d'une quarantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs. Mercredi 24 mars, c'est Spécial Manu sur la CRTV.